Moi, je m'appelle As Babakar Gueye. Je suis un ancien professeur de SVT, Sciences de la vie et de la terre, de classe exceptionnelle, aujourd'hui à la retraite. En plus de ça aussi, je suis un acteur politique, mais je suis aussi un acteur de développement. Donc, je suis le père de 2 enfants autistes, n'est-ce pas? Et je suis à côté de leur maman, Khady Seck, qui est avec moi dans ce combat-là depuis plus de 20 ans. Voilà, donc il s'appelle Khady Seck. Donc c'est la maman de ces 2 enfants-là. C'est un couple de 4 enfants, dont les 2 sont autistes. Mais les 2 autres, alhamdoulilah. Quels ont été les premiers signes qui vous ont alerté sur la maladie mentale de votre enfant et comment avez-vous réagi? Moi, je pense que c'est elle qui, véritablement, a eu à remarquer les premiers signes. Parce qu'à leur naissance, parce qu'ils sont 2, hein, l'un porte le nom de mon papa et le suivant, son cadet, porte le nom du père de ma femme. Donc, l'un a 22 ans, hein, 23 ans, l'aîné, et l'autre a 20 ans, 19, 20 ans, Ibrahima. Voilà, donc très, très jeune, on a vu qu'ils avaient déjà un problème d'expression verbale. Donc, ils n'ont pas parlé très tôt. Et on n'avait même pas décelé, on pensait que c'était des retards. Et on a eu l'effort même de les amener au niveau du jardin pour des apprentissages. Mais on a vu que ça ne passait pas, ils ne parlaient pas. Et après, on les a mis aussi dans des internats coraniques, n'est-ce pas, pour les intégrer aussi. Même chose, l'apprentissage aussi n'était pas très truc. Donc, ils ne parlaient pas, problème de communication. Ils étaient aussi très agités des fois, très agités. Et ils avaient aussi des gestuels, des tics qui venaient. Ils se balançaient, voilà, le corps agité. Ils avaient aussi tendance à se dévêtir, donc enlever leurs habits, de temps en temps, enlever leurs habits. Et même l'un des 2 était des fois très agressif par rapport à la famille et par rapport à son entourage. Voilà ces signes-là, agitation, surtout l'expression verbale qui tardait, voilà. Des tics qui revenaient, rire dans des moments où on se dit pourquoi il rit, voilà. Donc être agressif, voilà. Surtout enlever leurs habits, avoir la tendance que quand les gens sont là avec nous, c'est comme s'ils voulaient se montrer. Ils venaient donc perturber, enlever leurs habits, faire même jusqu'à être nus, hein. Donc ce sont ces signes-là qui nous ont vraiment montré que nos enfants n'étaient pas normaux. Voilà, on n'était pas du tout normaux. Ce qu'on a essayé de faire, c'est, nous sommes en Afrique, hein, on nous dit, ma femme m'est très proche, c'est une nièce à moi. On nous faisait comprendre que oui, c'est parce que c'est la consanguinité. Vous êtes trop proche, c'est pourquoi vous avez eu ces enfants-là. Moi, je suis naturaliste, je savais qu'il n'y avait pas une part de vérité absolue à ça. Mais on nous a surtout orientés vers les traditions de nos ancêtres. Pour nous dire, oui, c'est dans la famille, voilà. Après, nos grands-parents, ces choses-là vont vous poursuivre, surtout les petits-enfants, etc. Et on a énormément dépensé à ce niveau-là, malgré le niveau intellectuel que nous avons, nous tous et autres. Mais nous nous sommes dit, écoutez, il faut le faire, parce que soigner ces enfants, c'est quelque chose de très noble. Donc, on a perdu beaucoup d'argent avec les marabouts. On a amené des enfants partout. On a donné beaucoup d'argent. On a même eu à donner des terrains à des marabouts qui nous disaient effectivement on va les soigner. Et c'était ça. Mais après, on s'est rendu compte, par chance, toujours par l'entremise de madame, qui a eu pensé les amener au niveau de Mbao, avec les docteurs. Voilà, il s'appelle Idrissa Ba, voilà, qui les a diagnostiqués pour nous dire, ce sont des autistes. Moi, j'étais naturaliste. Je savais que leur cerveau ne fonctionnait pas bien, mais j'avoue que je n'étais pas du tout au courant même de cette maladie-là, autisme. Voilà. C'est pourquoi c'est nécessaire pour que les parents qui voient des signes qui ne sont pas du tout normaux puissent aller très vite, ce que nous n'avons pas fait malheureusement, pour aller très vite voir les spécialistes pour diagnostiquer. Parce que nous sommes certains que nos enfants, ce sont des autistes.
Voilà. Et à partir de ce moment-là, la prise en charge était beaucoup plus facile et on s'est beaucoup plus maintenant focalisé aux structures sanitaires qui sont spécialisées. C'est pourquoi je pense qu'on a fait Mbao, on a fait Dalal Khel de Thiès, on a fait Yacho, les militaires là. Voilà. Donc on a fait tout ça. Mais malheureusement, c'est toujours des mises sur médicaments. Voilà, pour l'agressivité, etc. C'était ça. Donc, pour vraiment ne pas empiéter pour les autres questions. Donc, quand nous nous sommes rendus compte que c'était des autistes, nous avons plus orienté maintenant, n'est-ce pas, les soins vers les structures spécialisées qui ne sont pas du tout très nombreuses au Sénégal. Donc, on a fait ce que nous avons pu. Et nous sommes entrés dans le système d'achat de médicaments pour les calmer, etc., etc. Dans les signes aussi, j'avais oublié de dire, ils avaient tendance à sortir des fugues. Alors, celui qui est actuellement au niveau du centre a fugué 3 fois. Et malheureusement, son grand frère, qui n'a fugué qu'une seule fois, c'était le 6 mars 2016. En ce moment-là, j'étais le coordinateur national électoral du référendum, du non. Le 20 mars, on devait faire les élections là. Le 6, il est sorti. Et jusqu'à présent, il n'est pas revenu. Là aussi, je vais profiter de l'occasion de vous donner une de ces photos. Et pendant l'émission, ce serait bien de montrer que Idrissa Babacar Gueye, autiste, qui est sorti de la maison de ses parents depuis le 6 mars 2016, n'est pas revenu. Vous voyez donc le drame dans lequel nous vivons avec dignité aussi. Donc ce sont les fugues-là, essayer d'empêcher les enfants de sortir des fois pour errer, pour aller ailleurs. Là aussi, ça fait partie des premiers signes qu'on avait aussi vus. Ils avaient tendance à vouloir toujours sortir. Oui. Les défis, c'est quoi? La communication déjà. Des enfants qui ne peuvent pas communiquer, qui ne disent que des fois, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Voilà. Je veux manger. Après, c'est fini, quoi. Mais c'est à toi de déceler les autres besoins. Donc, défi de nourriture. Malgré leur âge, tu leur sers à nourrir. Ils peuvent ne pas faire des distinctions, avaler des choses pendant le manger, avaler des choses qui peuvent leur créer des problèmes, etc. Donc, gérer leur nourriture, gérer leur habillement, parce qu'ils peuvent enlever leur habillement à tout moment, etc. Il faut veiller à ça. Essayer de juguler aussi leur agressivité par rapport aux uns et aux autres, parce que s'ils ne peuvent pas communiquer, et on n'essaie pas de savoir pourquoi ce qu'ils veulent, ils traduisent ça par de l'agressivité. Donc, comment gérer ces problèmes-là? Parmi ces problèmes-là, il y a aussi leur toilettage. Parce qu'il y en a un parmi les deux là qui ne voulait pas du tout se soulager dans les toilettes et autres là. Il pouvait le faire sur lui-même à tout moment. Et imaginez un garçon de 20 ans, de 18 ans. Et là, c'est la maman qui est là. On l'oriente, elle me dit non, Ibrahim ne veut pas rentrer dans les toilettes. Je discute avec lui, il rentre, il essaie de lui changer des trucs, etc., etc. Il peut le faire tout le moment. Donc, si vous n'êtes pas du tout courageux et si vous n'êtes pas du tout croyant, mais toutes ces choses-là au quotidien que tu dois gérer, ça peut même entraîner véritablement une dépression. Si on n'est pas, c'est là où je la félicite. Il a toujours été au devant. Parce qu'un professeur, fonctionnaire, doublé de politique, d'acteur de développement, il faut savoir qu'il n'est pas toujours sur place. Donc c'est elle, avec ces enfants-là, qui s'est battue pour arriver à tout ça. Donc c'est des défis de ça, gérer la communication, l'agressivité. Et l'agressivité, si tu te les mets, tu les isoles dans une chambre et tu essaies de les barricader, c'est pire. Tu les mets ici dans le salon, 2 heures de temps après, rien ne restera dans le salon. C'est comme si, oui, vous m'enfermez, ok? Tout est gâté, tout. Tu le fais sortir, tu ne peux pas communiquer, il se bagarre avec sa maman, avec moi, avec ses deux frères. C'est très, très, très difficile. Donc, c'est quelque chose que les parents vivent avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Je pense que c'est pourquoi les gens font tout pour peut-être ouvrir leur maison et les libérer dans la rue, n'est-ce pas? Ou bien les barricader, les enchaîner quelque part. Surtout quand on semble avoir un certain niveau intellectuel, on a même honte. Vraiment, certains ont honte de le montrer. Moi, j'ai fréquenté de grandes personnalités dans ce pays-là qui ont des enfants autistes.
Mais tu peines à les voir. Ces enfants-là, dans quelles conditions ils sont dans ces maisons. Alhamdulillah, nous ne sommes pas comme ça. On est fiers d'être avec nos enfants autistes. Parce qu'on en a 4. Les 2, machallah, ils ont réussi dans ce qu'ils font. On en a 2 qui sont comme ça. Mais on pouvait en avoir 4. On pouvait en avoir 4. Donc, celui, donc le bon Dieu, qui a fait de ces 2-là ce qu'il a fait, c'est ce même bon Dieu-là qui a fait ce qu'il a fait avec ces 2-là. C'est pourquoi je pense que, peut-être en fin d'émission, il faut vraiment un appel à ce niveau-là pour une prise en charge beaucoup plus responsable par les parents. Beaucoup de courage. Parce que imaginez, quand ils sortent, par exemple, tu es dans le salon, tu es en train de regarder ta télévision, tu entends les autres enfants dire hey, « il est sorti, le fou est là, il est sorti ». Alors que c'est pas ça. Voilà, donc on le taquine, etc. Et même ce qui est fondamentalement aussi difficile, c'est que nous sommes 2 à mettre au monde un enfant, mais c'est la dame qui subit beaucoup plus atrocement vraiment le regard de la société. En disant oui, c'est elle qui a mis au monde. Voilà, peut-être que c'est pas une bonne femme ou bien et c'est totalement faux. C'est des clichés qui sont totalement faux. Donc la société a un regard véritablement très dur envers surtout les parents, mais plus particulièrement les mamans de ces enfants-là. Alors que là, franchement, donc c'est un regard qui n'est pas du tout bon. Et quand tu n'es pas du tout courageux, si tu n'es pas du tout un bon croyant, tu es obligé de faire tout pour se séparer de ces enfants. C'est très facile. Il suffit d'ouvrir la maison, de fermer les yeux pour qu'ils se retrouvent dans la rue. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, malheureusement, nous sommes dans ce plaidoyer-là depuis 20 ans et nous sommes fiers d'avoir de ces enfants-là. Si c'est leur anniversaire ou autre, on les montre sur Facebook, on est avec eux. C'est ça voilà. Et les gens, il y a des parents qui n'osent pas le faire. Enfin, qui n'osent pas le faire. Voilà. Et ça, je pense que c'est un regard vraiment qu'il faut corriger à tout point de vue. Par la sensibilisation et ce que vous êtes en train de faire là, je pense bien rentre dans ce domaine-là. Donc tout à fait, Moustapha. Déjà, il y a un appui familial, mais familial au sens strict. Parce que la gestion de nos 2 enfants-là, c'est la maman en premier, moi et mes 2 autres enfants. Il n'y a pas autre personne. Même la famille éclatée, personne ne s'intéresse à ça. Hein. Ce sont vos enfants à vous. Donc c'est à nous 4 de gérer ça. Et malheureusement aussi les institutions peinent du tout à accompagner les parents dans ce domaine-là, par des infrastructures, par des spécialistes. En tout cas, il n'y a pas de ça. C'est pourquoi vraiment il faut saluer l'effort bénévole de Ahmed Daf. Ce jeune-là qui s'est engagé difficilement dans ce travail-là, avec aucun moyen. Vous avez vu son centre. Voilà. Le centre d'elle aussi, il n'y a rien du tout. Nous, ce n'est pas payant. C'est pas parce que oui, vous pouvez payer, il faut le faire, etc. C'est aux parents de voir ce qu'ils veulent faire. Donc, chaque mois, des fois, tu restes même avec les difficultés de la vie, ou bien, etc. Tu ne donnes rien du tout. Il n'est pas regardant par rapport à ça. Donc, c'est à nous de nous débrouiller pour l'aider en nourriture des fois, en moyens des fois, etc., etc. Mais il n'est pas demandeur de rien du tout. C'est pourquoi aussi, ne pensez pas qu'on a laissé notre enfant là-bas pour nous soulager. Non, on le replonge dans la famille. Il vient de quitter ici pendant 17 jours. Il était là avec nous 17 jours pour essayer de voir qu'est-ce qu'il a acquis là-bas. On voit que les bonnes manières s'installent, que l'agressivité diminue. Il y a la socialisation. Ici, quand il est là, il est toujours il a 20 ans, il est toujours avec ma petite fille là. 23 ans, il est toujours avec ma petite fille. Comme c'était son égal. Voilà. C'est elle qui me dit, mais grand-père, Ibou fait ceci, Ibou fait cela. Des fois, il rencontre la petite fille, il la tapote. Donc, mais là-bas, il est avec ses pères. Donc, il est bien socialisé. Et ce que nous avons gagné véritablement avec ce centre, c'est là où c'est Dieu qui... Ce qu'on dit, dans chaque individu, Dieu a mis un talent. Ce Ahmed-là, il n'est pas du tout singulier comme les autres. Nous, en matière de médicaments, on dépensait énormément d'argent.
Énormément d'argent. Médicaments sur médicaments. Et ces médicaments même commençaient à le rendre véritablement une rigidité. C'était terrible. Mais avec lui, petit à petit, on n'achète plus de médicaments. Cette dépendance de médicaments-là, sur la base des spécialistes. Avec lui, je ne sais pas. C'est très, très rarement que Ibrahima prend des médicaments. Et là, c'est exceptionnel. Son expérience mérite il doit être entendu par ces spécialistes-là. Comment lui, il a fait pour que cette dépendance en médicaments-là puisse régresser. Et c'est une charge terrible. Et là, moi, je pense que des centres comme ça, il faudrait les valoriser. Il faut les valoriser, il faut les appuyer. Et l'État doit le faire. Mais donc, pour revenir vraiment à la quintessence de la question, appui familial au sens strict. Deuxièmement, au niveau de l'État, on ne sent rien du tout. Et troisièmement, vraiment, l'initiative privée de Ahmed Daf. Peut-être il y en a d'autres Ahmed Daf ou d'autres femmes qui font ça, n'est-ce pas, Khadi? Oui. Mais je pense que, véritablement, nous n'avons que cet appui-là pour nous accompagner dans l'éducation de nos enfants. Moi, je pense qu'il y a un déficit extraordinaire à ce niveau-là. Mais je commence à avoir un peu d'espoir. Quand j'ai vu qu'avec la nouvelle législature, j'ai vu des personnes vivant avec un handicap visuel qui sont devenues députés. Des personnes vivant avec un handicap moteur qui sont devenues des députés. Mon rêve à moi, c'est que dans 5 ans, que des autistes puissent être encadrés pour être au niveau de l'Assemblée. Et c'est possible dans les pays européens. Parce que les autistes, beaucoup d'autistes ont un quotient intellectuel très développé. Si on les encadre, on sait ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent faire, on peut les orienter. En Europe, il y a des autistes qui travaillent. Donc mon rêve à moi, c'est que les nouvelles autorités puissent investir à ce niveau-là et que dans 5 ans, à la nouvelle législature, qu'on puisse avoir un autiste comme député, c'est important. Je vois aussi que la première dame du Premier ministre, Madame Khadi Kébé, qui a été élève au niveau du lycée Limamoulaye, donc j'étais professeur de sa sœur, Bijou Kébé, donc je les salue au passage. J'ai vu qu'elle va être la marraine d'une association, je pense le 11 janvier, d'une association qui bouge dans ce système-là. J'ai dit bravo, c'est important. Et je l'encourage. C'est vrai, les autres premières dames faisaient autre chose, mais je pense qu'avec ces nouvelles autorités-là, si les efforts sont orientés à ce niveau-là, ça va être vraiment un changement. Et un djoubal-djoubanti quand même sur le plan médical. Et ça, c'est important. Donc on les exhorte à mettre beaucoup plus de moyens dans les infrastructures adaptées, mais surtout dans la formation, n'est-ce pas, de spécialistes, mais aussi dans la formation de ces bénévoles-là qui sont dans ces centres-là, et de faire aussi beaucoup de renforcement de capacité et de sensibilisation. Et pas eux uniquement, mais toutes les autres parties prenantes de la société. Parce que c'est un problème qui touche tout le monde. Bon, je pense que ce que je peux dire aux parents qui vivent la même situation que nous, c'est d'assumer pleinement leurs responsabilités. Ces enfants-là n'ont pas demandé à naître. Ils sont là, ce sont des dons de Dieu. Et véritablement, nous devons prendre nos responsabilités, être fiers d'être leurs parents et de ne pas faire l'erreur que nous avons fait nous, c'est-à-dire de déceler tardivement cela et de nous mettre dedans pour véritablement les soigner. Moi, par exemple, j'avais la possibilité de voyager. Dans le cadre de la coopération, partout où je suis passé, par rapport à mes autres activités. Donc, qu'est-ce qui m'a empêché, très tôt, dans mes relations, en partant en France ou ailleurs, en cherchant des partenaires pour développer une commune et autres là, mais si j'étais vraiment au top de cette maladie-là, une fois dans ces pays-là, je ferais le tour des centres qui travaillent autour de ça. Je pourrais faire des partenariats, construire des trucs, etc. Chercher même des partenaires pour amener les enfants là-bas et les soigner. Donc ce que je demande aux parents, c'est d'être très vigilants à bas âge pour déceler vraiment l'anormalité des gestes de leurs enfants, mais de se référer très tôt au niveau des structures
pour qu'on puisse identifier l'autisme de leur enfant, n'est-ce pas? Quelle catégorie, quel degré, etc. et de s'y mettre très tôt. Parce que si on ne le fait pas, l'enfant handicapé, nous, c'est le seul regret que nous avons. Ibrahima a beaucoup progressé, mais nous sommes pris très tard. Et c'est l'appel que je lance aux parents, c'est que cette erreur-là puisse ne pas les tomber aussi sur eux. À la société aussi, qu'il y ait beaucoup plus de sensibilisation à leur niveau. C'est des personnes qui ne sont pas malades, c'est des personnes qui vivent, qui sont en situation d'handicap de l'un des organes de leur corps. C'est comme les autres. Il suffit maintenant d'essayer de leur parler. Donc, beaucoup de sensibilisation, comme ce que vous êtes en train de faire. Je pense que... Et l'État aussi, qui a un engagement beaucoup plus performant, je pense que c'est...